L'énergie est ce qui permet d'effectuer un travail. L'États-Unien moyen dispose de l'équivalent énergétique de 150 esclaves travaillant 24 heures sur 24. Les matières qui contiennent cette énergie sont appelées carburants. Certains carburants contiennent plus d'énergie que d'autres, une propriété appelée la densité d'énergie. Parmi ces carburants, le pétrole est crucial. Le monde consomme 30 milliards de barils par an, soit 4 km3 de pétrole dont le contenu énergétique correspond à ce que généreraient 150 réacteurs nucléaires d'1 gigawatt électrique fonctionnant pendant 50 ans. Le pétrole ne génère que 1,6% de l'électricité états-unienne, mais il fournit 96% de l'énergie de tout le transport. En 2008, les 2/3 du pétrole états-unien étaient importés, principalement du Canada, du Mexique, d'Arabie Saoudite, du Venezuela, du Nigeria, d'Irak et d'Angola. Le pétrole a des propriétés uniques. Il a une forte densité d'énergie. Un baril de pétrole contient l'équivalent énergétique d'environ 3 années d'un travail manuel. Il est liquide à température ambiante, facile à transporter et utilisable dans de petits moteurs. Pour obtenir de l'énergie, il faut en dépenser. Le truc, c'est d'en utiliser le moins possible pour en trouver et l'extraire. C'est le taux de retour énergétique ou REEI, ratio d'énergie produite sur l'énergie investie. Le pétrole conventionnel est un bon exemple. Le pétrole de bonne qualité et facile à extraire a été pompé en premier. Les pétroliers utilisaient l'équivalent énergétique d'un baril de pétrole pour en trouver et en extraire 100. Le REEI était de 100. Après avoir pompé le pétrole facile d'accès, on a commencé à prospecter en haute mer et dans des pays lointains, ce qui requiert une dépense d'énergie plus importante. Souvent, le brut découvert aujourd'hui est lourd et sulfureux et est coûteux à raffiner. Aujourd'hui, le REEI du brut n'est que de 10. Utiliser une quantité donnée d'énergie pour obtenir un combustible qui en compte moins est sans intérêt. On peut convertir une source d'énergie en une autre. En procédant ainsi, on perd une part de l'énergie contenue dans le combustible initial. Par exemple, les pétroles non conventionnels, les sables bitumineux et le pétrole de schiste. On trouve principalement les sables bitumineux au Canada. Les 2/3 des schistes du monde sont aux USA. Ces deux carburants peuvent être transformés en pétrole de synthèse. Toutefois, ce procédé requiert beaucoup de chaleur et d'eau douce, réduisant leur REEI, qui varie de 5 à aussi peu que 1,5. Le pétrole de schiste est un carburant très pauvre qui, à poids égal, contient environ 1/3 de l'énergie des céréales d'un petit déjeuner. Le charbon est abondant et génère presque la moitié de l'électricité de la planète. Nous brûlons 8 km3 de charbon par an. Toutefois, la production mondiale pourrait atteindre un pic avant 2040. Dire que les États-Unis disposent de siècles de charbon est fallacieux, car c'est ignorer la hausse de la demande et la baisse de qualité. L'essentiel de l'anthracite, le meilleur des charbons, a disparu. Reste le charbon de moindre qualité, moins dense énergétiquement. Il n'y a plus de charbon en surface, d'où une production difficile, les mineurs devant creuser plus profond et dans des endroits moins accessibles. Ils détruisent aussi le sommet des montagnes pour atteindre le charbon, provoquant un désastre environnemental. On trouve souvent du gaz naturel près du pétrole et du charbon. Les découvertes de gaz états-uniens ont atteint un pic dans les années 50 et le pic de production a eu lieu au début des années 70. Si on avance de 23 ans la courbe des découvertes, l'avenir de la production du gaz naturel conventionnel états-unien apparaît clairement. Des techniques nouvelles ont permis l'extraction de gaz non conventionnels, comme le gaz de schiste, ce qui pourrait postposer le pic de production. Le gaz non conventionnel est mis en cause pour son exploitation très polluante, son REEI insuffisant et son prix élevé. Même avec le gaz non conventionnel, le pic de production mondiale de gaz devrait avoir lieu avant 2030. Il y a encore des réserves importantes d'uranium pour le nucléaire. Remplacer les 10 TWh actuellement générés par les combustibles fossiles nécessiterait plus de 10 000 réacteurs nucléaires.
Dans ce cas, les réserves connues d'uranium ne dureraient que 10 à 20 ans. Les réacteurs surgénérateurs à base de plutonium en France et au Japon ont été des échecs retentissants. La fusion nucléaire bute sur des obstacles techniques colossaux. Puis il y a les énergies renouvelables. L'éolien a un bon REEI, mais il est intermittent. L'hydroélectricité est fiable, mais il ne reste plus guère de sites propices pour construire des barrages. Les centrales géothermiques courantes utilisent des sources de chaleur proches de la surface terrestre. Ces sources sont relativement éparses. Dans le système expérimental de géothermie EGS, 2 puits sont creusés à très grande profondeur. De l'eau est injectée dans un des puits, capture la chaleur de la roche et remonte ensuite par l'autre puits à haute température. Selon un rapport récent du MIT, cette technique pourrait fournir 10% de l'électricité états-unienne en 2050. L'énergie des vagues est restreinte aux régions côtières. La densité d'énergie des vagues varie d'une région à l'autre. Transporter l'électricité produite par les vagues n'est pas simple. De plus, l'eau salée est corrosive pour les turbines. Les agrocarburants sont produits à partir de végétaux. Le bois a une faible densité énergétique et pousse lentement. L'humanité consomme 15 km3 de bois par an. Le biodiesel et l'éthanol proviennent d'une agriculture dépendante du pétrole. Le REEI de ces carburants est proche de l'unité. Certains politiciens veulent convertir du maïs en éthanol. Fournir de la sorte le 10e des besoins états-uniens en essence en 2020 demanderait 3% de la surface du pays. Produire ainsi toute l'essence états-unienne en 2020 nécessiterait qu'un tiers du territoire y soit consacré alors que la surface agricole actuelle n'occupe que 19% du sol. L'hydrogène doit être extrait du gaz naturel, du charbon ou de l'eau, ce qui demande plus d'énergie que ce qu'on en obtient de l'hydrogène. Une économie basée sur l'hydrogène est donc improbable. Les panneaux solaires de la Terre entière produisent de l'électricité comme 2 centrales au charbon. L'équivalent d'environ 2,5 tonnes de charbon sont nécessaires pour fabriquer un seul panneau solaire. Une surface de 360 000 km² de panneaux serait nécessaire pour couvrir la demande mondiale actuelle. En 2007, il y avait environ 10 km² de panneaux. Les centrales solaires thermiques ont un grand potentiel, quoique actuellement il y en ait peu en service. Elles ne conviennent qu'aux régions ensoleillées et nécessitent que de grandes quantités d'électricité soient transportées sur de longues distances. Toutes ces alternatives au pétrole dépendent de machines marchantes au pétrole ou requièrent des matériaux à base de pétrole, comme les plastiques. À propos d'extraordinaires nouveaux carburants ou inventions, posez-vous ces questions. L'invention tient-elle la route du point de vue économique? Quelle est la densité énergétique du carburant? Est-il facile à stocker et distribuer? La source est-elle intermittente ou non? Est-ce utilisable à grande échelle? La mise en œuvre technique pose-t-elle des difficultés? Quel est le REEI? Quels sont les impacts environnementaux? Ne vous laissez pas impressionner par les chiffres. Par exemple, 1 milliard de barils de pétrole ne vont fournir la demande mondiale que durant 12 jours. Remplacer les combustibles fossiles serait un défi monumental. En 2007, 48,5% de l'électricité états-unienne était produite à partir de charbon, 21,6% provenait du gaz naturel, 1,6% du pétrole, 19,4% du nucléaire, 5,8% des barrages. Les autres énergies renouvelables ne représentaient que 2,5%. Peut-on remplacer un système basé sur les combustibles fossiles par un patchwork d'alternatives? Des avancées techniques majeures sont nécessaires, de même que la volonté politique et la coopération, des investissements massifs, un consensus international, une réaffectation des 34 000 milliards de l'économie mondiale, dont les transports, les industries manufacturières et l'agriculture, ainsi que des fonctionnaires compétents pour gérer la transition. Si ces conditions sont réunies, peut-on conserver notre mode de vie actuel ?